Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir l'écrivain et performeur Anne James Chatton à l'occasion du Printemps des Poètes inauguré le 11 mars et qui se terminera le 27 mars. Auteur multiple, il a publié de la poésie sous forme de romans comme Elle regarde passer les gens chez Vertical ou alors L'affaire La Pérouse chez POL, mais encore Vie et mort de l'homme qui tua John F. Kennedy chez POL toujours. Il a également publié des essais, à savoir L'effacé, capitalisme et effacement dans les manuscrits de 44 de Karl Marx, chez Sens et Tonka éditeur, Notice de calcul de votre taux d'exploitation, toujours chez Sens et Tonka éditeur. Anne James Chatton a reçu plusieurs bourses de création du CNL. Il a également été membre de la commission vie littéraire dédiée au festival. Anne James Chatton réalise des affiches poétiques, tourne et performe avec Andy Moore au son de guitare indies et pose sa voix rauque en slamant toujours vers l'avant comme un uppercut poétique. L'acte créatif d'Anne James Chatton s'entend ou se lit comme un manifeste qui brandit l'étendard poétique, anarchiste, lyrique, où le beau se cogne au réel et tense la conscience pour ne pas se laisser dévorer par la banalité, mais enjouer, plutôt. Rencontre avec un inclassable, un courant qui parcourt les sources de plusieurs pays, qui constelle un imaginaire prêt à toutes les fantaisies pour défier le conventionnel, le machinal, le temps qui échappe à la mémoire. Extrait de Elle regarde passer les gens, paru aux éditions Verticales en 2016, avant l'interview. Elle n'arrive pas à se remettre au travail. Elle décide de prendre des vacances. Elle parcourra l'Europe en voiture. Elle a besoin de changer d'air. Elle partira avec Léonard. Elle emmènera Mitzi. Elle ne peut se séparer de son Ouistiti. Elle s'amuse de ses grimaces. Elle prend la route le 1er mai 1935. Bonjour Anne James Chatton. Bonjour. Une première question. Comment incluez-vous le réel dans votre écriture ? Alors ça, c'est une grande question qui me travaille depuis les origines poétiques. Alors, je pense que je l'intègre j'essaie de l'intégrer de différentes manières, mais celle qui est la plus originelle dans mon travail, ce serait au travers de certains types d'écriture. C'est-à-dire, c'est en recueillant, en prélevant, en collectionnant même, comme un collectionneur de timbres ou d'affiches ou de petits objets. C'est en collectionnant les écritures du quotidien qui me passent par les mains, littéralement. Tous ces papiers qui sont la plupart du temps édités par des machines assez diverses, mais qui malgré tout, enfin à mon sens, et c'est à cet endroit-là qu'a commencé véritablement ma réflexion sur la fonction poétique, sur l'écriture, qui à mon sens parlent réellement du monde et de nous. Alors elles le font d'une manière un peu particulière, c'est vrai, mais je crois vraiment que le réel passe aussi par là, et qu'en manipulant, parce que je considère que mon travail d'écriture, c'est beaucoup de la manipulation. Ça se fait beaucoup avec les mains. C'est le stylo, de toute façon, c'est avec les mains. La machine à écrire, c'est avec les mains. L'ordinateur, le clavier, c'est avec les mains. Et là, c'est vraiment avec les mains, parce que je les touche d'abord, ces papiers. La machine me le donne. Je le mets précieusement de côté. Après, j'invente des manières diverses de le manipuler pour les faire rentrer dans la poésie ou dans la littérature. Mais voilà, en les manipulant, ce réel acquiert, j'espère, je crois, un sens poétique ou un sens littéraire ou fictionnel. C'est variable en fonction des livres que je travaille. Quand vous dites des bouts de papier du réel, c'est quoi ces bouts de papier ? Pour Par exemple, beaucoup, ce sont des tickets de caisse. des tickets de caisse. Voilà, je conserve tout type de tickets de caisse, quand je fais faire les courses, quand je bois un café, quand j'achète un vêtement. Et sur ces tickets de caisse, en les agençant de manière différente, apparaissent, à mon sens, des histoires, des fonctions poétiques. Je croyais au départ, alors pour le coup, pour répondre encore plus directement à votre question, je pensais véritablement que le réel était là, d'une manière assez nue, assez franche même, quasi objective. Ouais. Et que véritablement, en disant ces textes un peu particuliers, j'étais en train de dire le réel tel qu'il était, de manière brute. Et puis, au fil des années,
je me suis aperçu que, véritablement, même dans ces écritures-là, il y avait déjà une, une part fictionnelle qui était présente. Dans le sens où, quand vous regardez n'importe quel ticket de caisse, j'ai mis des années à m'en rendre compte. Pourtant, je les avais sous les yeux, et chacun les a sous les yeux Ouais. tous les jours, hein. J'ai mis des années à me rendre compte que sur chacun de ces documents, vous trouvez ce qu'on appelle la règle des 3 unités, qui sont unité C'est-à-dire? de temps, unité de lieu et unité d'action, qui est une règle qui est, qui est transcrite dans l'art poétique de Boileau au XVIIe, et qui sont ces 3 règles sont la base de ce qu'on appelle la tragédie classique. Donc ça signifie, donc vous trouvez sur chaque ticket ces 3 éléments, donc ce qui veut dire que vous avez effectivement le réel, mais vous avez déjà une fiction, un drama, une histoire qui est en train de se nouer sur chacun de ces documents. Et même, je pourrais vous dire, puisque je suis devenu un grand spécialiste du ticket de caisse, je peux vous dire que depuis maintenant quelques années, peut-être 5, 6, 7 ans, vous l'avez certainement aussi remarqué, vous voyez apparaître souvent des prénoms. On vous donne le prénom soit du serveur, soit de la caissière. Donc vous avez aussi des personnages qui sont là et qui attendent de rentrer dans la part narrative et fictionnelle de ces documents. Donc voilà, mon premier réel, il était déjà plein de petites histoires. Bon, après, on en parlera. Oui, Après, j'ai oui. substitué au ticket de caisse d'autres matériaux. D'autres matériaux, ouais. Mais voilà, c'est véritablement par cette matière-là que j'ai commencé l'écriture. Ou que l'écriture m'a commencé, Donc, puisqu'elle était fabriquée par d'autres, en l'occurrence. justement, c'est parti pour le débat. Ouais. Alors, pourquoi avoir choisi d'étudier la matière en réalisant des affiches, des tracts, hein, on peut voir le type de documents sur lesquels vous travaillez sur votre site, notamment. Quel genre de support vous inspire et pourquoi? Ça provient à la fois de ma bibliothèque. Chacun a sa bibliothèque qui le fait naître à l'écriture. La mienne était vraiment très imprégnée d'une formation classique qu'on reçoit à l'école, mais aussi quand j'étais moins vieux ou plus jeune, je ne sais pas comment il faut le dire, j'étais vraiment très très pris par ce qu'on a appelé les grandes avant-gardes du XXe siècle. Disons qu'on les démarrerait aux futuristes russes, italiens, les surréalistes et ainsi de Oui. suite. Et puis il se trouve que j'ai fait une rencontre très importante qui était une rencontre avec la poésie sonore et notamment Bernard Haitink, qui m'a véritablement ouvert mon champ d'écriture en me faisant sortir de l'écrit lui-même pour aller vers quelque chose qui serait de l'ordre de la voix et du corps dans l'écriture, mais aussi, et du fait d'avoir fréquenté tous ces courants poétiques, de la question graphique du texte. Donc pour répondre à votre question, j'entends l'écriture, la matérialité, vraiment le côté matériel pour moi de l'écriture, ça démarre du graphe, donc de la phase visible du signe, Ouais. jusqu'à son articulation dans un phrasé, et possiblement, puisque c'est vrai que mes derniers textes allaient presque vers la forme romanesque, jusqu'à une complexité narrative. Et en passant, parce que là le spectre est quand même très grand, en passant du graphe jusqu'au roman, on a vraiment une étendue très importante. Et au milieu de ça, il y a aussi tout le travail que j'ai pu réaliser par la voix et par le son. Donc véritablement, pour moi, voilà, j'entends vraiment au sens propre la matérialité de l'écriture. C'est-à-dire c'est sa matérialité graphique et sonore, avant même peut-être qu'elle soit articulée vers une fonction poétique ou même vers le langage, articulé vers la signification. Le signe, il a aussi cet aspect, il est matériel, le signe. Il a une couleur, le signe aussi? Il a des couleurs, il a des sonorités, donc des couleurs sonores, il y a aussi des couleurs visuelles. On le regarde, le signe, on l'entend, on le regarde, on le vit complètement. Ouais. Et c'est vrai que, voilà, je reviens sur cette histoire de la poésie sonore parce que c'est vraiment cette idée d'Haitink et de Chopin et de tous ces poètes au tournant des années 50, de faire vivre la poésie autrement, leur intention première était, Haitink disait qu'il voulait faire sortir la poésie du livre.
Et véritablement faire sortir la poésie du livre, c'est ça aussi. C'est en voir les couleurs, en voir les sons, et les faire passer par le corps. Le corps, pour le coup, le corps du poète. Qu'est-ce qui pousse, justement, qu'est-ce qui a poussé ces poètes, vous pensez, à, euh, à aller au-delà, à briser les normes, à transgresser les normes, on va dire? La norme ou alors le classicisme, peut-être. Alors, ce que me racontait, c'est toujours aussi des rencontres. Hein. Parce que, bon, ce que me racontait Bernard, c'est qu'il avait le sentiment, quand lui-même était dans l'écriture poétique, donc au tournant des années 50, que la poésie est en train de s'endormir, et à la limite presque de mourir dans l'espace du livre, que le livre est en train de se renfermer même sur la possibilité poétique. Donc il y a ce premier sentiment de l'écrivain, et puis il y a aussi un contexte et une rencontre. Bernard me dit un jour, il sort d'un concert de Stockhausen. Je crois qu'il s'agissait du chant des adolescents de Stockhausen. Il assiste à ce concert de Stockhausen et il est complètement pris et émerveillé par la composition. Et il va voir comment le compositeur a travaillé. Et c'est là où il tombe sur le magnétophone à bande. Puisque Stockhausen travaille sur l'extension des sonorités. Et alors là, Bernard Haitzik se dit tout à coup, voilà, je vais emprunter cet outil d'écriture. Donc là, c'est là où on parle d'un contexte, parce que le magnétophone à bande, je crois qu'il apparaît au début des années 50. Donc c'est une technologie. C'est à la fois le désir de sortir du livre, la rencontre de l'œuvre de Stockhausen, et puis la possibilité matérielle de fabriquer différemment de la poésie en commençant à travailler avec un magnétophone à bande. Et ce que vous appelez ce qui se passe dans la poésie à ce moment-là, le fait de transgresser, c'est une transgression qui est également de l'ordre physique, matériel. On va conserver l'outillage du poète, qui est le stylo, qui est le papier, qui à l'époque est la machine à écrire, mais avec cet outil, on va mixer. C'est un mixage de technologie. On va hybrider cet outillage classique du poète en lui adjoignant l'outillage du compositeur. Le compositeur déjà lui-même transgressant, parce que Stockhausen délaisse les instruments et utilise le magnétophone à bande, qui à mon sens n'a pas été créé pour les musiciens, enfin je ne le crois pas. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qui fait qu'à un moment donné, la poésie, elle va dans cette direction-là. Alors moi, quand je répète le geste des poètes sonores, mais je le répète dans une autre temporalité, où on n'est plus sur quand je commence à travailler l'écriture, on n'est plus sur du magnétophone à bande, on est sur de la composition MAO, enfin ordinateur, donc ça va générer d'autres formes. Ouais. Mais je poursuis ce geste-là, disons. Justement, comment êtes-vous venu à la musique? Comment s'est initiée cette collaboration avec Andy Moore? Vos lives sont très rock'n'roll. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Alors, pour le coup, j'aurais certainement beaucoup aimé et souhaité être musicien, mais je n'ai pas du tout l'oreille musicale. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'a commencé notre travail avec Andy. J'étais à un festival de musique, plus de musique électroacoustique, musique improvisée, qui est à Fresnes-en-Veuve. Et je donnais une lecture en solo. Et puis Andy Moore jouait en duo, guitare, avec une compositrice anglaise qui est Kathy Matthews, composition musique électronique. Et on se rencontre dans ce festival. Il y avait aussi Terry X qui était présent, qui jouait lui avec Anne Bennick, un batteur hollandais extraordinaire. Et puis les deux me disent, ils voient ma performance, ils disent, oh là, ce serait vachement bien que tu viennes faire notre première partie. Parce que les deux sont les guitaristes du groupe The X. D'accord. Groupe hollandais, à l'époque de punk, assez mythique. Donc oui. J'ai fait pendant assez longtemps la première partie de The X, qui était vraiment extraordinaire, parce que je me retrouvais dans des espaces de diffusion et de diction poétique qui sont des salles rock, oui. Qui ne sont pas les miennes a priori au départ. Donc en termes de réception, c'était et même de jeu, parce que quand vous faites de la poésie avec un mur de son, c'est pas la même chose que quand vous faites de la poésie dans une librairie avec une toute petite enceinte. Le travail sonore est différent, et physiquement c'est très différent. Et les vibrations. Pardon ? Les vibrations. Les vibrations, et puis la puissance aussi.
la puissance du son. Donc le corps réagit différemment. Le corps du poète, mais aussi le corps de l'audience qui est présente. C'est totalement différent. Et pour le coup, cette expérience-là m'a fait écrire le son différemment, nécessairement, puisque on n'écrit pas de la même manière un poème sonore pour un mur de son ou pour un petit haut-parleur. Après, voilà, c'est toute la question des micros, des questions techniques, mais ça fait partie de l'écriture. Et bon, au bout de 2-3 ans où j'ai fait la première partie de DX, avec Andy, Andy a dit, commençons à écrire ensemble, à travailler ensemble. Et j'en étais très heureux, mais alors, quand je faisais la première partie de DX, je performais une série de textes qui s'intitulent Les événements. Événements, c'était la première série, Les événements 99, qui sont très rythmiques, qui sont fabriqués qu'avec de la voix. Ouais. Mais ce sont des canevas très serrés. C'est des boucles sonores, des boucles vocales. Et puis Andy me dit, voilà, on peut commencer à travailler ensemble, mais il faut que tu desserres un peu ton canevas, parce que ça va être compliqué pour moi de rentrer dans un objet qui est... Et surtout, il me dit, tu composes en 11 pieds. Comme je l'ai dit, n'étant absolument pas musicien, je me dis, bon, 11 pieds, d'accord, très bien. Moi, j'avais tout fait à l'oreille. Au bout de 11 pieds, ça me va bien, j'arrête, mon morceau, il est prêt. Et Andy me dit, mais non, si tu fais des pièces en 11 pieds, moi, après, lui, il compte, en fait, à la guitare. Ce ne sont pas des alexandrins, non. Non. Et donc, il me dit, voilà, ça peut pas marcher. Moi, je ne pourrais pas t'accompagner. Enfin, d'ailleurs, il ne s'agit jamais d'accompagnement, ni pour la voix, ni pour le musicien. En tout cas, ça va être compliqué de générer une forme ensemble si tu fais pas autre chose que du 11 pieds. Mais je lui dis, moi, je sais même pas ce que c'est que du 11 pieds. Et c'est comme ça qu'on a commencé à tritouiller le son et l'écriture. Parce que on travaille encore avec Andy maintenant, ça fait plus de 20 ans. Mais ce qui est très heureux dans cette rencontre, c'est que il y a autant j'apporte, pas autant, mais en tout cas, on partage tous les matériaux. Ouais. C'est-à-dire qu'Andy peut m'amener des matières d'écriture, moi je peux lui donner des matériaux sonores à travailler. Après, en termes de composition musicale, je suis absolument pas musicien, donc c'est plutôt Andy qui va travailler cette partie-là. Et c'est vrai qu'à la voix, j'ai réussi quand même. Oui. J'ai réussi dans le dernier album qu'on ait publié, qui s'intitule Tout ce que je sais, à faire entendre sa voix. Oui. Et lui m'a fait tenir la guitare à un moment donné. Donc on partage, voilà. C'est pas pour autant que je suis guitariste, hein, je le dis tout de suite. Et qu'est-ce que ce genre de live vous permet de dire ? Alors, c'est toujours difficile de décider en amont de ce qui va être, enfin, d'une volonté de dire quelque chose de précis. On travaille plutôt sur cette idée, et notamment beaucoup les textes que je travaille avec Andy sont souvent articulent différents champs syntaxiques ou différentes matières littéraires pour laisser, une part ouverte dans la réception, dans l'audition. Alors, pour illustrer mon propos, parce que là c'est quand même très abstrait, on va entendre un peu plus tard probablement un extrait d'un morceau qui s'intitule « Coquin, cocu et coquette ». Je vais vous donner un peu la cuisine du morceau. Ce texte est fabriqué à partir de trois matériaux d'écriture, 3 listes, qui sont la liste de tous les... Enfin, une liste de prénoms commençant par la lettre J, une typologie qui a imaginé le philosophe, voilà, dont le nom est en train de m'échapper, Charles Fourier, sur les cocus, qui est merveilleux. C'est un texte de Charles Fourier qu'il faut vraiment lire, parce qu'il fait une liste de 40 ou 45 types de cocus. C'est assez extraordinaire. Et je pense qu'il aurait pu en faire plus. Et puis la 3e liste, c'est la liste des positions du Kama Sutra. D'accord. Et donc le texte est composé de l'articulation de ces trois différents matériaux. Et bon, ça donne ce que vous allez entendre. Donc, c'est plutôt de faire entendre une poétique, comme vous le disiez tout à l'heure, certaines couleurs, certaines rythmiques. Après, à chacun de fabriquer sa propre histoire à l'intérieur de cette
de ce C'est- morceau. De ce Pas morceau. de steak, de ce morceau, je ne sais plus comment on l'appelle à force. Jacques, à cheval à bascule, vers Jade tournée, l'acrobate se penche et prend ses jambes à son cou et tourne la bine du Bénin, blondin sage entre tous quand sa douce se délasse. Jeannie l'Amazone et Jean, tête bêche emboîtée, Jeff, cavalier à la barre, mène la barque à l'envers et tourne la boule du virtuose, artiste serein si sa dame se détend. Jules et Jim, rameur indolent, Jo l'artilleur poursuit d'avant en arrière la mystérieuse entrevue et tourne la bile du côteleux, femme à toi matée comme sa belle s'abandonne. Janice, assise en tailleur, la cuillère à la bouche. Jaco, charmeur de serpent, cédant de ses bras la culbute et tourne la caboche du goguenard, coq et cocu s'amuse consentante. Jackie, Jeanne et Jeannelle, la belle endormie sur le dos. Geoffrey, la bête à deux têtes, suit le vol des mouettes et tourne la carafe du résigné, pauvre époux à l'épouse disposée. Joël, serrant rude, six entailleurs sur le bord. José, grenouille à la nage, mime l'aurore boréale et tourne le caisson du débonnaire, joyeux galantin si sa bergère se distrait. Joris, marteau piqueur appuyé, Judy entoure sa taille au collier de Vénus et tourne la fiole du prête-nom, délicat compensé à la croqueuse consolée. Judith, genou plié, grand écart faisant, Job à l'envers, la langue de chat, honore l'arbre défendu et tourne la frite du glaneur, banal cocard quand cocotte se soulage. J'allais vous demander justement pourquoi la répétition. Pourquoi la répétition? La litanie, l'accumulation dans votre parole poétique. Et d'abord, c'est quoi une parole poétique? Oui. C'est difficile à définir. Mais lorsque j'ai dit à mon entourage que je vous interviewais, un ami à moi m'a dit, mais ce qui est dingue avec la poésie de Anne James Chatton, c'est qu'il nous fait percuter le réel. Ah, alors, définir la parole poétique, ce serait délicat pour plusieurs raisons. C'est que si je me risquais à le faire, déjà tous les autres poètes me tomberaient dessus. Oui. Mais ils auraient raison, ils auraient raison. Et chacun, à juste titre, chaque poète pourrait la définir pour lui-même, Évidemment. pour les autres. Donc ce qui fait, à mon sens aussi, l'une des côtés précieux de la poésie, de la parole poétique, c'est qu'elle a toutes ses singularités. Elle est d'une certaine manière à chaque fois singulière. Alors, effectivement, vous parlez de la liste et de l'accumulation. Mais c'est constitutif même de la poésie. Et pour moi, l'utilisation du loop, c'est la version Ableton Live de la liste en poésie. Vous trouvez les grandes litanies, notamment l'ouverture de l'Iliade de l'Homère. C'est une immense liste des grands noms, enfin des rois et des héros de la Grèce antique. Et véritablement, toute la poésie naît et se bâtit autour de la liste, de l'accumulation, de la répétition, de la litanie. Et c'est véritablement la version de ce que je vous disais au travers du loop, c'est-à-dire que à force de se répéter, de rentrer dans la liste, eh bien, au bout d'un certain temps, cette liste, elle se retravaille d'elle-même de l'intérieur. Et elle va créer de la dispersion, elle va créer de la fuite, elle va créer une forme de liberté de l'esprit. Un autre espace-temps peut-être? Voilà, et un autre imaginaire. Et la fonction poétique de la liste, elle est véritablement à cet endroit, c'est-à-dire il faut rendre possible à un moment donné que le lecteur ou l'auditeur s'enfuit de votre propre matière pour qu'il commence lui-même à la fabriquer.
Et la liste, on en a tous fait l'expérience. Que ce soit, moi j'ai beaucoup travaillé, que ce soit une liste de héros de Homère ou une liste de courses, malgré tout, ça a beau être Homère ou une liste de courses, il y a un moment donné où on se fatigue à la lire. Donc on commence à s'en échapper, et à partir du moment où on s'en échappe, c'est nous-mêmes qui poursuivons l'histoire et qui commençons à raconter d'autres choses. Et pour répondre à l'autre aspect de votre interrogation et à votre ami, le réel, le réel, c'est la liste elle-même. Alors que ce soit une liste déjà narrative comme chez Homère ou une liste de courses, c'est du réel. C'est aussi du réel parce que c'est du langage. Et le langage, c'est un élément qui constitue notre socialité et notre réalité collective. Donc, dès l'instant où le poète va commencer à travailler le langage, ce réel-là, il y a d'autres réels, il va Révéler peut-être il peut révéler. Mais je crois que le poète ne révèle vraiment que grâce au lecteur. Finalement, c'est le lecteur ou l'auditeur qui révèle véritablement le sens. Qui se laisse transcender, oui, peut-être, par les mots, par la musique, par les images. Parce que je ne crois pas que le poète soit détenteur du sens. Non. Lui, il travaille la langue, il travaille cette matière, il travaille ce réel. Mais si jamais derrière, il n'y a pas quelqu'un pour la faire fonctionner, dans son propre... Pour l'interpréter lui-même, dans sa propre histoire, dans ses propres émotions, il n'y a pas de poésie. Et c'est un peu pour ça aussi, je reviens à ce dont on disait tout à l'heure, quand Heitzig disait il faut faire sortir la poésie du livre, c'est qu'il avait le sentiment que les poètes, finalement, ils n'écrivaient plus que pour faire des livres, sans se poser la question de savoir s'ils étaient lus ou pas après. Avec la poésie, on faisait le livre, et après on allait le mettre. C'est comme si on faisait le livre et qu'on allait le mettre directement dans la bibliothèque, sans l'avoir ouvert. Heitzig avait ce sentiment, au tournant des années 50. Mais il faut nécessairement en passer à un moment donné par le lecteur, sinon, à quoi bon ? Qu'évoque pour vous le contemporain ? Alors, le contemporain, c'est d'abord pour moi mes contemporains. C'est-à-dire les gens avec qui je vis. Alors ça peut être, bien sûr, les gens de mon cercle familial direct, mais c'est les gens que je croise dans la rue, que je connais ou que je ne connais pas. Le contemporain, c'est vraiment le monde tout de suite. Et puis après, le contemporain, ce sont les formes qui peuvent permettre de parler de ce monde-là. Donc c'est la rencontre entre les gens qui vivent et comment, avec quels outils. Moi, mon outil de prédilection, c'est l'écriture, mais il y en a beaucoup d'autres. Comment, par l'écriture, j'arrive ou pas à rentrer en conversation, en dialogue, en discussion avec mes contemporains. Mes contemporains que je croise dans la rue, ou mes contemporains musiciens, ou mes contemporains artistes, ou mes contemporains hommes politiques, ou mes contemporains... tous mes contemporains. C'est le sentiment d'une conversation à l'horizontale qui doit avoir lieu maintenant, entre nous. Et à chaque fois. Je ne parle pas pour dans 50 ans, ou j'espère ne pas parler pour il y a 50 ans. Ce qui est possible aussi. Parce que je ne dis pas qu'à chaque fois, ce que je dis fasse sens, ou en tout cas interpelle mes contemporains. Donc si ça se trouve, je parle à des gens qui ont 50 ans, il y a 50 ans. Mais bon, je crois que non, parce qu'il y a quand même... Non, oui. Pas seulement. Peut-être, mais pas seulement. Pas seulement. Dans vos essais, j'ai cru comprendre que vous cherchiez à réveiller, moderniser peut-être le rapport à la culture, à la beauté. Alors déjà, vous considérez-vous comme quelqu'un d'engagé ? Et être poète, est-ce être punk ? Ça peut l'être. Je ne sais pas. Je sais pas si je suis réellement engagé. Je le suis, mais peut-être pas assez. Enfin, je le suis à ma manière. Je suis engagé. Je reviendrai un peu à ce que je disais. Je suis engagé dans cette volonté
de m'adresser différemment à mes contemporains et peut-être d'essayer avec eux de dire différemment le monde. Parce que je crois que c'est peut-être là où le poète prend son sens socialement. C'est peut-être qu'en décloisonnant, certaines façons de s'adresser les uns aux autres, ou de parler les uns avec les autres des objets du monde, possiblement on peut libérer des modes de fonctionnement, des modes d'être les uns avec les autres. Donc c'est travailler dans le langage poétique, et travailler avec ce bien commun qui est la langue, nécessairement, c'est un engagement. Enfin, Ouais. Ça engage, mais ça engage, comme je le disais, ça engage aussi celui qui ouvre votre livre. Parce que celui qui ouvre votre livre, c'est qu'il a déjà, d'une certaine manière, une espèce de désir de rentrer dans cette conversation un peu déglinguée. Donc voilà. Après, il y a d'autres types d'engagement. Il y a l'engagement physique, c'est-à-dire dans cette décision que j'ai prise à un moment donné de m'inscrire dans cette histoire de la poésie sonore et de faire aussi agir la poésie par le corps, d'aller vers différents types de scènes. Donc j'ai différents degrés et endroits d'engagement. Quels sont, de fait, les artistes qui vous inspirent? Les lieux aussi? Et puis pour vous, ce serait quoi le show parfait? J'ai eu la chance, mais véritablement la chance, du fait de ces rencontres, notamment, on parlait d'Andy Moore, mais il y a aussi une très longue amitié créative avec Alvan Otto, tout musicien électronique. Et ma chance a été que, en rencontrant et en travaillant avec ces artistes, bon, il y en a d'autres, je pense à Fia Ménard, mais là c'est plutôt sur la scène, ou Valeria Djouga sur la scène chorégraphique, ou Sylvain Poulenec aussi, on a travaillé ensemble, un danseur. C'est que, en travaillant, en dialoguant avec ces artistes, j'ai véritablement expérimenté des scènes totalement différentes, mais vraiment totalement différentes. C'est-à-dire, ça part et sans, il n'y a pas de, il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je vais dire. C'est juste des expérimentations et des relations au public qui sont complètement qui peuvent paraître aux antipodes. Notamment, je peux passer, mais c'est encore le cas aujourd'hui, je peux passer d'une lecture, donc ce sera plutôt dans le registre du chant littéraire, d'une lecture de poésie, soit en librairie, soit en bibliothèque. Hein. Et puis, je peux aussi me retrouver le lendemain à faire un concert dans un auditorium je crois qu'avec Karsten, on a dû faire de 5 ou 10 000 places, dans un immense... je ne voyais même pas le bout de la salle. Ou alors, je me souviens très bien, alors là, ça a été une expérience assez dingue. Je venais de publier un album avec Karsten, et puis nous tournions au Japon, dans un club électro au Japon. Ouais. Comme dans les clubs électro, moi je devais faire ma lecture à, je sais pas, 2-3 heures du matin. Avant moi, il y avait eu d'autres musiciens. Ils avaient des systèmes son et images inimaginables. Moi, j'arrive sur scène. J'ai pas d'image, j'ai juste mon micro et mes feuilles. Parce que c'est le poète qui arrive sur scène. Mais j'ai, comme je le disais tout à l'heure, un mur de son. Et ce qui a été vraiment très très étonnant, c'est que j'ai démarré ma performance et les gens ont continué à danser. C'était de la poésie. Mais ils ont continué dans le mouvement du corps qui avait précédé. Il s'est poursuivi avec la poésie. Et c'est ça. Pour moi, il n'y a pas de, pour le coup, il y a pas de show idéal. Il y a plein de différents types de shows qui peuvent aller du concert électro où la poésie fait danser, jusqu'à la lecture en librairie, où là, le corps est assis, il est dans un rapport et une écoute complètement différente. Ou alors ou les concerts avec Andy Moore, où là, c'est plutôt des salles rock, et le corps est encore dans un autre état. Donc ma chance, elle a été là, c'est-à-dire de pouvoir expérimenter une multitude de situations, de contextes, et donc du mini-show au super gros show. J'ai traversé, et puis après, comme je le disais, je suis allé aussi sur les plateaux de danse, sur les plateaux moins les plateaux de théâtre, non. Ou alors pour y faire de la musique.
Anne James, quels sont vos projets pour la suite? Ou alors êtes-vous déjà en train de créer une ou des paroles poétiques? Oui, alors plusieurs. Alors je pars demain à Toulouse pour rejoindre Valeria Djouga, qui est chorégraphe, où elle crée une pièce autour de Václav Nijinsky, les cahiers de Nijinsky, moi que j'ai découvert grâce à elle. Je m'étais jamais réellement penché sur ces textes de Nijinsky, c'est extraordinaire. J'ai le sentiment que toute la poésie contemporaine provient notamment dans les cahiers, vous trouvez à la fin des cahiers de Nijinsky des poèmes qu'il a écrits, qui sont extraordinaires. Il les a écrits d'ailleurs directement en français, ce qui est étonnant dans une langue très, très, très particulière. J'ai vraiment le sentiment que, sachant que ces textes sont quasi contemporains du Mondéron de Stein, qui est aussi une des auteurs qui a beaucoup inspiré les contemporains. Très étonnant. Donc voilà, demain je pars plutôt donc pour un chant chorégraphique. Et puis oui, je travaille encore le prochain livre que nous allons réaliser chez POL. C'est un livre de tickets de caisse. Donc j'en suis encore, après 20 ans, je retourne aux fondamentaux. C'est très amusant, vous verrez. En tout cas, moi je m'amuse beaucoup à les fabriquer. Je crois que Frédéric Boyer s'amuse beaucoup à les décoder. Donc c'est toujours pas. Et oui, mais j'oublie de dire quand même que bien sûr, on travaille avec Andy, on rentre en résidence la semaine prochaine pour composer notre premier album. Donc je suis toujours dans cette dimension, la musique, la danse et la poésie en même temps, toujours en même temps. Toujours en même temps, oui. Ouais. Chaque discipline nourrit l'autre. Oui, discipline, art. Ça se traverse de l'un à l'autre. Anne James Chaton, accepteriez-vous de nous lire un extrait de votre livre? Alors, un livre au choix. Il y en a 3 avec nous. Oh, 3, oui. Alors, L'affaire La Pérouse. Un extrait de La Pérouse. Oui. Hein? Choisissez Anne James. Oups. Alors, La Pérouse, c'est donc le fameux navigateur qui a disparu dans le Pacifique. Oui. Il y a un certain nombre d'hypothèses qui composent ce livre. Après avoir côtoyé un certain nombre d'années les tickets de caisse, j'ai substitué à ce matériau d'écriture un autre type de matériau d'écriture. Ça a commencé par l'Énéide de Virgile. Donc, au lieu de manipuler du ticket de caisse, je manipulais pour le coup, du grand classique. Ouais. Et puis, j'ai voulu à un moment interroger ce qui pourrait être de l'ordre du polar ou du roman policier, avec aussi le cinéma d'aventure. Et la figure de La Pérouse m'est rapidement venue à l'esprit, parce que c'est un navigateur qui constitue dans l'imaginaire collectif français une espèce d'épopée, parce qu'il traverse... c'est Louis XVI qui le missionne pour aller dans le Pacifique. C'est ensuite Napoléon Ier qui va lancer les premières recherches pour retrouver les navires de La Pérouse qui avaient disparu. Donc, entre la monarchie et l'Empire, on ne savait pas qu'il y avait tellement d'amitié. Mais bon, et ça va se poursuivre comme ça pendant tout le XVIIIe siècle, et même le XXe siècle, puisque les dernières recherches ont été effectuées par la gendarmerie nationale de je ne sais plus où, de Rosny-sous-Bois, les experts de la gendarmerie, qui ont été envoyés à Vanikoro, donc là où finalement on a su que les bateaux s'étaient échoués, pour aller faire des expertises, pour voir s'il s'agissait vraiment des ossements de La Pérouse. Donc vraiment, c'est une histoire qui traverse les siècles. Qui traverse les siècles. Et qui a tout un... imaginaire. Et puis c'est la mer, c'est possiblement énormément de choses, les navigateurs. Alors, qu'est-ce que je pourrais lire? Vous avez déjà sélectionné... celui-là, je l'aime bien, mais il est très court. Donc le livre est bâti sur un certain nombre d'hypothèses, puisqu'on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Donc moi, j'ai bâti un certain nombre d'hypothèses. Là, j'en lis une qui est très courte, qui est l'hypothèse numéro 13. Le phénomène inexpliqué. Le phénomène inexpliqué est un phénomène que l'on ne peut pas expliquer, mais qui pourrait expliquer la disparition des navires de La Pérouse. Bon, là, c'est une autre hypothèse. James, s'il vous plaît. Oui, une autre. Oui, non, mais ça, c'est parce qu'elle était très courte. Alors, la mauvaise rencontre. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas
fait une mauvaise rencontre. Et... Bon, alors ça, il s'agit de l'hypothèse numéro 8. Je lis un extrait parce que celle-là, en revanche, elle est un peu longue. Faisant relâche sur un atoll mal fréquenté afin d'y faire provision d'eau et de victuailles, il se sera rincé le gosier dans un bistroquet en compagnie d'une canaille qu'il aura oxy avec son canif pour lui piquer son avoine. Ou alors, il se sera jeté une vinasse dans un rade en compagnie d'un coquin qu'il aura zigouillé avec sa lame pour lui dérober sa fraîche. Ou alors, il se sera enfilé une bière dans une taverne en compagnie d'une fripouille qu'il aura tailladé avec son surin pour lui marauder son blé. Ou alors, il se sera envoyé une rinsure dans un cafeton en compagnie d'un malandrin qu'il aura crevé avec sa lamelle pour lui étouffer son quibus. Ou alors, il aura sifflé une piquette dans un perche en compagnie d'une crapule qu'il aura trucidée avec sa dague pour lui carotter son pèse. Ou alors, il aura partagé une pisse d'âne dans un loup en compagnie d'un gredin qu'il aura suriné avec son rasoir pour lui souffler sa thune. Ou alors, il aura avalé une mixture dans un troquet en compagnie d'un bandit qu'il aura refroidi avec son kriss pour lui barboter sa galette. Ou alors, il aura siroté une bibine dans une buvette en compagnie d'un margoulin qu'il aura liquidé avec son coutelas pour lui butiner son fafio. Merci Anne James Chaton. Alors, c'est ça qui est merveilleux dans la poésie, c'est que ça me permet, l'écrivant, moi ça me permet de découvrir tout un langage. Je ne savais pas du tout ce que c'était au début qu'un kriss ou qu'un fafio. J'ai redécouvert tous les différents noms que peut avoir un rad ou un café. C'est merveilleux, on explore soi-même la langue comme ça. Oui. Après avoir écouté tout à l'heure le morceau Coquin, Cocu et Coquette, extrait de l'album Tout ce que je sais, composé avec Andy Moore, guitariste du groupe The X, place maintenant à un autre morceau choisi par Anne James Chaton, Sozu, extrait de l'album Alphabet et composé avec Alvanotto. So